Bienvenue sur La Romance Seigneur-Nian, le podcast des lecteurs de romances et autres amateurs d'histoires d'amour. Je suis Swolène, lectrice et animatrice du podcast. Elle commençait déjà à s'installer dans les rayons de nos librairies au mois d'octobre. Les parutions et les ventes ne font qu'augmenter d'année en année. C'est un sous-genre qui a le vent en poupe. Je parle bien sûr des romances de Noël. Préparez-vous un verre de lait de poule. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil de lecture et détendez-vous. Je m'occupe de vos oreilles. Je ne pouvais décemment pas passer à côté de ce sujet pour la première saison du podcast. Les romances de Noël font partie des rendez-vous que l'on attend fin d'année. Enfin, pas tout le monde, je vous l'accorde. Mais on ne peut que remarquer, au fil des ans, l'engouement pour ce type de romance. Si on en retrouve chez quasiment tous les éditeurs de romances, les auteurs auto-édités ne boudent pas leur plaisir non plus. On peut même dire que la machine marketing est lancée pour nous faire aimer Noël, puisque l'on peut même trouver en librairie des box de romances de Noël contenant un livre et une tasse ou des chaussons sur le thème de Noël. Bref, le succès est au rendez-vous en fin d'année. Si vous aimez le podcast La Romance Seigneur-Nian, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cet épisode ou donner des étoiles sur Apple Podcast. Pour parler de ce thème, j'ai à nouveau fait appel à deux auteurs. Bonjour Laureline Momla et Élie Bonner. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir de vous recevoir. Merci de m'avoir invitée. Pareil, merci. Dans cet épisode, nous allons parler de romances de Noël et en particulier de vos romances de Noël puisque vous êtes toutes les deux auteurs et vous avez des romans qui ont été publiés là récemment, en cette fin d'année 2022. Avant cela, je vous laisse vous présenter. Laureline, tu as déjà publié plusieurs romans, dont un chez HarperCollins. Peux-tu nous parler un peu de toi et de tes romans ? Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Laureline Momela. Je suis auteure à temps plein maintenant depuis quelques années. J'ai toujours écrit, j'ai toujours aimé ça. C'est vrai que j'avais un peu mis ça de côté, j'avais privilégié, on va dire, l'image plus. J'ai beaucoup fait de photos pendant des années et donc il y a quelques années, je me suis remise à l'écriture, notamment, de nouvelles. Et que j'ai publié d'abord sur une plateforme qui s'appelle Short Edition. Et face au succès de mes nouvelles, ça m'a un petit peu confortée dans l'idée que je pouvais écrire, donc je me suis lancée dans le roman. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit American Dream, qui est une comédie romantique, un feel good, ouais, chick lit, je sais pas, là il y a plusieurs appellations. Et voilà, j'ai commencé à écrire sur Fixia, où j'ai gagné un concours, et j'ai Vertige qui est sorti, une new romance. Et voilà, après j'écris dans plusieurs genres, pas que de la romance. Mais pour l'instant, c'est les 4 livres qui sont sortis, effectivement, qui ont été publiés, ce sont des romances. Et donc il y a effectivement Never Let You Go, comme tu disais tout à l'heure, qui est sorti chez HarperCollins l'année dernière, notamment. Et là, plus récemment, effectivement, une romance de Noël qui s'appelle Souvenir d'une nuit. Voilà. Et c'est effectivement de ce dernier roman dont nous allons parler dans cet épisode. Merci pour cette présentation. Élie, Le fils du Père Noël est un con, est sorti en octobre 2022 chez Hugo New Romance. Il s'agit de ton premier roman publié. Ce n'est pas pour autant ton premier écrit. Quel est ton parcours ? Moi, j'ai commencé à écrire il y a quelques années aussi, principalement de mon côté. Au début, je commençais plutôt à écrire des dystopies, parce que je dirais que c'est ce type de roman qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui m'a donné envie d'écrire. Et puis rapidement, je me suis tournée vers la romance parce que je me suis rendu compte que c'est au final ce qui m'intéressait le plus dans ces histoires. C'était toujours cette petite romance sous-jacente qui me faisait tourner les pages plus vite.
Donc j'ai commencé à écrire d'abord de mon côté en publiant un petit peu sur Wattpad et puis quand j'ai découvert Fixia, j'ai commencé à publier sur cette plateforme. Euh, donc j'ai quelques ébauches de romans qui ne sont pas terminés. C'est une fâcheuse tendance à ne pas terminer ce que j'entreprends. Et quelques romans aussi qui sont terminés, mais bloqués au stade de premier jet. Euh, Ensuite, sur Fixia, j'ai participé au concours Sous le sapin pour lequel je suis arrivée en finale. Et donc là, j'ai pas eu le choix que de terminer et de le proposer du coup à l'édition. Et j'ai pas gagné, hein. C'est Les Azalées fleurissent en hiver qui a gagné ce concours, qui est d'ailleurs une super romance. Par contre, je l'ai reproposé ensuite et puis c'est comme ça que j'ai pu être éditée. Voilà. Chers auditeurs, toutes les trois, nous allons vous parler de romances de Noël, bien sûr, mais surtout, chacune de nous va représenter un esprit de la romance de Noël. Il ne s'agit pas des Noëls passés, présents et futurs du conte de Noël de Charles Dickens, puisque nous allons représenter chacune un type de romance de Noël. Je pense même que chaque lecteur et lectrice de romances de Noël se retrouvera dans l'un de ces trois esprits. Parmi toutes les parutions, chaque fin d'année, il y a des caractéristiques qui classent les romances de Noël en deux groupes, la romance de Noël et la comédie romantique de Noël. Et ici, en compagnie de Laureline et Élie, nous irons plus loin en parlant de trois types. Pour illustrer cela, nous vous présenterons trois romans. Le fils du Père Noël est un conte d'Élie Bonner, Souvenir d'une nuit de Laureline Momla et un recueil de nouvelles, Noël autour du monde de F.V. Estier, Amélie C. Astier, Alicia Garnier et Alison Germain. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Élie, quel esprit de la romance de Noël représentes-tu? La comédie romantique de Noël. Pour ma part, je vais vous parler de l'esprit de la romance de Noël. Et donc, notre troisième type, Laureline. Ce sont les autres romances de Noël, celles justement que l'on a du mal à classer. Pour commencer, laissons place à l'esprit des comédies romantiques de Noël. Élie, peux-tu nous expliquer ce qu'est une comédie romantique de Noël? Je trouve que ça se cale très bien sur les codes des téléfilms de Noël, en fait. C'est Mhm. des histoires qui ont tendance à être un petit peu courtes, avec une romance assez douce, pas mal d'humour, et certains codes qu'il va falloir, qu'il va falloir respecter. C'est pas une obligation de respecter ces codes, mais qu'on va avoir tendance à attendre, du moins, dans ce type de romance. Euh, donc, la saison hivernale, bien sûr, qui doit être très très présente, des codes qui vont englober la famille, un happy end aussi. Je pense que tout ça, ce sont des éléments qu'on attend dans une comédie romantique, et puis, comme l'indique son nom, de la comédie, quoi. D'ailleurs, les éditeurs font de plus en plus la distinction entre romance de Noël et romance même et comédie romantique. Moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie en tant que lectrice parce que je vais pas aller en général. Enfin voilà, je lis exclusivement la romance, pas forcément des comédies romantiques. Donc c'est vrai que je suis assez contente que les éditeurs fassent la distinction sur leur couverture. Dans ton roman Le fils du Père Noël est un con, il s'agit d'une héroïne qui s'appelle Emma, qui travaille à New York. Elle a un poste prestigieux qui lui mange d'ailleurs tout son temps en fait, hein. Et à quelques semaines de Noël, son père l'appelle à l'aide puisqu'il a eu un accident et il ne peut plus tenir sa boutique alors que c'est le moment où il fait son meilleur chiffre d'affaires. Et donc Emma décide de tout abandonner, quasiment, pour venir en aide à son père. Sauf que ce retour dans sa ville natale, Holly Falls, lui réserve bien des surprises. C'est vrai que ce pitch de départ là correspond à 100% au code des téléfilms de Noël, hein, puisque le retour aux sources, voilà, l'héroïne un peu carriériste à New York. Après, j'espère y avoir apporté ma petite touche personnelle en jouant un petit peu des codes, euh, des codes habituels des téléfilms de Noël, et de jouer un petit peu avec les attentes. Et j'aime bien prendre ce petit, comme un petit pied de nez Mm. au téléfilm, puisque à force on les connaît, on connaît la trame, on sait C'est très ça. bien, voilà,
quand on voit le début d'un film, on se doute en général des scènes qui suivent. Donc voilà, je trouvais ça amusant de, de créer une héroïne qui en était tout à fait consciente. C'est une difficulté en plus, hein, d'être sur ces trames. On a des étapes en tant que lecteur qu'on attend, je pense. Et finalement, tout le challenge pour l'auteur, c'est d'en faire quelque chose qui aura une âme, qui aura de la profondeur. Il y a une thématique que j'ai beaucoup aimée dans ton roman avec le personnage d'Emma, c'est le fait que ce retour aux sources, ça lui permet de voir sa vie d'ado sous un autre angle, hein, sous un autre prisme, maintenant qu'elle est plus âgée. Et finalement, quand elle arrive dans sa ville natale, en gros, elle se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est la quatrième dimension. C'était pas du tout comme ça avant. La voisine, elle était pas sympa avec moi, mais qu'est-ce qui se passe? Ils se foutent de moi, en gros. Ouais, en fait, je trouve que c'est le propre du souvenir, en fait. Oui. C'est, tu te construis avec cette image que tu avais à l'époque, persuadé que c'est la vérité, puisque c'est ce que tu as vécu. Mais quand tu prends de la distance avec les choses, tu te rends compte très souvent qu'en fait, ta vision des choses, elle était un peu biaisée aussi par ce que tu ressentais, par ton environnement extérieur, etc. Oui, Donc, par ton âge, là. oui, voilà, Son âge est différent si elle a pris la maturité. exactement. Et puis, les épreuves que tu traverses à ce moment-là, ce qui peut te perturber un petit peu tes perceptions. Et un autre personnage, personnellement, m'a touchée. Je l'ai trouvé très, très actuel. En fait, c'est ces thématiques que tu abordes à travers tes personnages. Je les trouve très actuels, très réalistes. Et Mmh. ça, moi, je suis assez sensible à ça dans les romances, hein. Enfin, je pense que c'est un peu le propre aussi d'une romance. Je parle de Sarah, la sœur d'Emma, qui, elle, a une problématique aussi, c'est qu'elle se rend compte qu'elle s'est enfermée dans une vie qui finalement ne la rend pas heureuse. Oui, en fait, ce que j'ai bien aimé avec Sarah, c'est qu'en fait, euh, Emma et elles sont dans la même situation, juste à des niveaux différents, pour des raisons différentes, mais elles sont toutes les deux coincées dans un quotidien qui les dépasse un petit peu, et dans lequel elles se sont enfermées toutes les deux. Presque elles s'envient un peu l'une l'autre. C'est la même thématique au final, mais apportée un petit peu différemment. Oui, puis ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, qui est une question de point de vue, même si le caractère rentre en jeu, mais elles vivent quelque chose de similaire, mais avec un point de vue différent. Puis en plus, là, il y a l'histoire entre sœurs, donc il y a aussi des jalousies, il y a aussi des incompréhensions, des non-dits familiaux. Mais Et puis, un peu cette facilité, tu sais, de se retourner contre sa sœur parce qu'on sait que c'est de la famille, elle ira jamais bien loin. ouais. Tu as une frustration que tu reporteras pas forcément sur des gens qui sont pas liés à toi parce que tu te dis ils peuvent partir. Et pour moi, elle est là, en fait, la différence, la grosse différence qu'on peut retrouver en comédie romantique et par rapport à la romance, c'est qu'il y a une grosse place pour ce cheminement d'Emma qui n'entre pas en compte avec la romance qui va venir, en fait, dans le roman. Et justement, alors pour parler de cet aspect romantique de la comédie romantique, petite anecdote des coulisses de cet épisode du podcast, puisque comme je vous le Oui. disais, moi je lis pas beaucoup de comédies romantiques. Au départ, je prends contact avec Laureline, hein, pour le podcast, pour parler de la romance de Noël en général, de sa romance de Noël. Mhm. Et elle me propose de prendre contact avec Ellie en me disant, voilà, ça va être intéressant puisqu'on a 2 romans qui sont complètement différents et pourtant qui sont dans la catégorie des romances de Noël et qui touchent a priori le même public. Donc voilà, je me dis: «Super, je vais voir le résumé du Fils du Père Noël est un con». Je me dis: «Bon, ça a l'air sympa», voilà, je lis pas forcément, dans cette collection-là. Mais je me dis, voilà, ça va être un bon moyen aussi de découvrir un petit peu. Mm. Et au moment d'acheter le livre, je relis la quatrième de couve et là, j'ai une révélation. C'est-à-dire que j'étais dans le déni la première fois, hein. Et là, je me dis, mais il y a un triangle amoureux, en fait. Et en tant que bonne lectrice de romances psychorigides, moi, je refuse le triangle amoureux.
Et donc voilà, en lisant, en fait, je relis le titre, je regarde la couve, le triangle amoureux, là, je me dis: «Mais en fait, c'est une comédie romantique de Noël». Et effectivement, Ellie me l'a confirmé en me disant d'ailleurs: «C'est écrit au dos de la couverture», chose que je n'avais pas vue puisque moi j'étais sur une librairie en ligne. Ah oui, oui, oui. Et donc voilà, par la suite, j'ai lu quelques avis, hein, sur le roman qui disaient qu'effectivement il y a un triangle amoureux, mais voilà, bon, c'est pas, du tome 2 de Twilight, hein, par exemple, hein. On n'est pas, on va pas aussi loin que ça. Donc c'était assez rassurant et du coup, je me suis lancée dans la lecture en me disant: «Bon, bah, on verra ce que ça donne» et non, j'ai été vraiment, agréablement surprise par ton roman. Je le trouve, très bien écrit aussi, hein. Merci. On retrouve même, tu sais, dans la manière de d'écrire, bah, on retrouve ce côté comédie romantique, c'est-à-dire que c'est écrit avec beaucoup d'humour, c'est pétillant. Ça me fait plaisir parce que c'est ce que je cherchais à obtenir. C'est vrai, c'est une voilà, je visais une lecture légère qui fait sourire, qui apporte un peu de baume au cœur, parce que, voilà, les actualités sont ce qu'elles sont en ce moment et qu'on a besoin de légèreté et d'un peu de rigolade. Pour moi, ça, tu l'as vraiment atteint et donc si on parle, voilà, le côté relation, d'Emma, donc elle retrouve son ex de l'époque, qui s'appelle Connor et qui nous fait grincer des dents, hein, quand même. Et donc elle a fait la rencontre aussi d'un nouvel habitant de Holly Falls qui s'appelle Edward et là, on a vraiment une relation, délicieuse qui se met en place. Dès leur première rencontre, on sent que ça match entre eux, que c'est des personnages qui sont vraiment assortis, qui se complètent et moi, j'aime beaucoup ça, d'ailleurs, dans mes lectures, d'avoir ce sentiment que, voilà, les 2 personnages, ben, c'est des 2 pièces d'un puzzle, quoi, ça colle bien entre eux, quoi. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé écrire, dans ce roman, c'est, bah, en fait, à mes yeux, depuis le début, c'est une évidence entre eux. Donc, je voulais le faire ressortir, tu sais, cette espèce de, bah, en fait, le côté naturel de leur relation. L'affection qui se crée, naturellement sans que tu la cherches, tu rencontres quelqu'un et puis ça match tout de suite, en fait. Cette alchimie immédiate, entre les personnages et Ellie, elle est extrêmement douée pour ça. Elle écrit toujours des histoires d'amour absolument, merveilleuses et les interactions entre les personnages, sont toujours un bonheur à lire. Parce que moi, j'ai déjà lu d'autres histoires de sa part et dans celle-ci, oui, enfin moi, ce que j'aime particulièrement, dans effectivement, c'est que ce qu'on disait, c'est on retrouve les codes de la comédie romantique, la romance de Noël, un peu comme les téléfilms, dans la légèreté, l'humour mmh et l'histoire effectivement que l'on sait, les étapes, importantes que l'on connaît et tout ça, mais elle apporte une profondeur dans les personnages. Malgré la légèreté, ils sont, heu, ils sont vivants, ils ont pris corps, et ils sont intéressants et très attachants et l'alchimie entre les 2, entre Emma et Édouard, elle est parfaite et elle fait vraiment rêver. On retrouve également dans le roman, bah, cette ambiance de Noël, les cadeaux, le village de Noël, une place importante de la famille aussi. Et puis c'est le père d'Emma qui devient, l'entremetteur, hein, que l'on attend aussi, dans la comédie romantique. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce rôle-là et c'est vrai que, je trouvais ça un peu rigolo que ce soit le le papa bourru qui essaye de la pousser dans les bras d'un homme, hem, surtout dans les bras de celui, pour lequel il a son cœur balance à lui. C'est vrai que le fait que cet homme pour lequel elle a des sentiments, mais elle ne se l'avoue pas vraiment, soit accepté par sa famille, déjà avant qu'il se passe Mmh. quelque chose, je trouve ça intéressant aussi, Bah et c'est ça aussi qui adoucit, je pense, pour les personnes qui ont un peu peur aussi du triangle amoureux. On n'est pas vraiment dans le gros, gros triangle amoureux où vraiment, elle a du mal à faire un choix, machin. On va pas aussi loin que ça. On reste sur du feel good, hein. Bon, par contre, du coup, c'est un page turner, hein. Enfin, c'est-à-dire que moi, je l'ai dévoré en peu de temps, j'ai passé une nuit où j'ai pas beaucoup dormi.
Je C'est beau. pense que ça fait partie un peu, enfin, des codes justement de la comédie romantique. Les choses ne doivent pas être trop sérieuses, trop noires, trop sombres, sinon on Mmh. bascule dans un autre genre. Donc Mmh. un triangle amoureux dans une comédie romantique, il faut que ça reste, a «amusant», enfin entre guillemets. Mmh. C'est Oui. Oui, puis comme je voulais cette sensation d'évidence, si, maintenant l'héroïne hésite trop, on la perd. oui, Donc je pouvais pas non plus, faire un triangle, et puis à titre personnel aussi dans mes lectures, j'aime que les héros, tu vois, il y a cette passion qu'on attend. qui se choisissent, ouais, qu'il y ait pas Voilà. d'ambiguïté Et sur, Oui. si tu hésites entre 2 hommes comme tu hésites entre 2 pantalons le matin, ça perd de son charme, c'est pas la même dynamique, non. voilà, c'est ça, c'est Tout ça. à fait. Ça Alors, est-ce que en comédie romantique, on retrouve le même impératif qu'en new adult, c'est-à-dire une narration à la première personne et au présent? Parce qu'il y a un sujet là-dessus quand même, hein. Ah, il y a un Dans vrai sujet là-dessus. dans les avis lecture, hein, des lecteurs qui lisent énormément de new adult, on voit souvent, hein: «Ah bah là, c'est un roman à la troisième personne, j'ai eu du mal à rentrer dedans». Il y Ouais, a une alors habitude qui est ouais. prise, est-ce qu'on la Si retrouve là? non, moi j'interviens rapidement avant Ellie. Dans la comédie romantique, je ne crois pas que ce soit indispensable et je sais qu'il y a des autrices, enfin ou des auteurs, anglo-saxons qui font à la troisième personne et ça marche, très bien. Enfin, ça n'est pas gênant. Donc non, je pense que dans la comédie romantique, on peut encore se permettre la 3e personne, mais pour le présent, oui. Je pense que pour la narration, le présent est beaucoup est conseillé. Je crois qu'il y a encore, c'est ce que en tout cas m'avait dit, mon éditrice, chez HarperCollins m'avait dit que, chez les auteurs anglo-saxons, il y avait encore, de la troisième personne. Mmh. Ça se pratiquait encore. oui, bah, de toute façon, moi, je pense que, c'est vrai qu'il y a certains codes dans la comédie romantique, on doit les connaître pour pouvoir s'en affranchir si on veut. Mmh. Je sais pas Oui. Oui, oui. si c'est clair ce que je veux dire, mais dans l'absolu, on peut faire un peu ce qu'on veut dans Oui. l'écriture. On n'est pas obligé, voilà, absolument de cocher toutes les cases, mais c'est bien de savoir quels codes sont habituellement appliqués pour savoir si on a envie de les adopter ou pas. Mais c'est vrai qu'à mon sens, la première personne, elle n'est pas indispensable non plus. Parce que Mmh. selon ce que tu veux faire de ton roman, parfois la troisième personne sera plus adaptée. Si tu as besoin d'une Oui, espèce d'omniscience, où tu vois les agissements d'un peu tout le monde pour essayer de refaire une fresque globale et après comprendre c'est ça. quelque chose qui était un peu dissimulé autour de toi depuis le début, je pense que la troisième personne, elle peut être très intéressante. Il nous reste à évoquer l'esprit de la romance de Noël pure et dure, qui se trouve être en moi, hein, en tant que psychorigide de la romance. La romance de Noël, on en retrouve un peu partout, en romance contemporaine, historique, dans les nouvelles liées à des séries. Je pense par exemple pour cette année à Ren G. Wolf qui en a fait une sur sa série sur les bikers. Jordan L. Hawke qui en a fait sur sa série de romance paranormale. Et j'ai posé quelques questions aux lectrices et lecteurs sur les réseaux sociaux pour avoir leur opinion sur ce qu'est une romance de Noël. Ma première question, c'est est-ce qu'il faut être fan de Noël pour aimer les romances de Noël? J'ai eu donc 32 répondants. Pour 16% d'entre eux, oui, l'un ne va pas sans l'autre. Et Mmh. pour 84% d'entre eux, non, c'est comme les thrillers, on peut aimer sans avoir de pulsion meurtrière. Oui, Et oui, je pense que c'est vrai. On peut ne pas être un fan incontesté de Noël pour apprécier une romance de Noël. Après, effectivement, si on n'aime pas Noël, par contre, et j'en connais, qui ne sont pas, vraiment, qui n'apprécient pas vraiment, tout l'enthousiasme que déclenche Noël, bon là, c'est rédhibitoire effectivement, ils apprécieront pas. Parce que l'esprit de Noël est bien trop présent et je crois qu'ils sauront pas apprécier l'histoire, à cause du contexte.
Bah, pour ma part, c'est une fête que j'apprécie vraiment, depuis que j'ai des enfants, en fait. Avant, c'est vrai que j'avais Mmh. pas trop d'attrait et par contre, j'ai pris une habitude, en fait, avec les romances de Noël qui reviennent tous les ans. C'est que ça me permet de me mettre en condition pour Mmh. passer de bonnes fêtes de Noël. Parce que voilà, en général, je pense que j'ai un peu de mal à sortir du quotidien, là, du ro de la routine, du travail, des activités des enfants et cetera. Et là, le fait d'avoir les romances de Noël, ben, ça a ce vrai rôle pour moi d'adoucir le quotidien, de se dire: «Voilà, on va arriver sur la fin d'année, les fêtes de fin d'année, c'est le moment de se détendre» et en particulier avec des lectures et puis en plus ces lectures-là, moi, ça me donne des idées aussi pour fêter Noël. C'est ça que j'aime bien aussi. Ma deuxième question dans ce sondage, c'était combien de romances de Noël ces lecteurs, hein, qui ont répondu prévoient-ils de lire cette année? Alors, donc les réponses proposées, c'était un peu, 1 à 3 livres, et on a eu 36% vont lire 1 à 3 livres, en gros. Mmh. 26% vont en lire beaucoup, c'est-à-dire 4 à 6. 32% à la folie, 7 ou plus. Et 6% n'en liront pas du tout. Et vous, est-ce que vous en lisez, des romances de Noël? Pas particulièrement. Non, je fais pas partie, des gens qui vont en lire beaucoup. J'en lirai, si je vois passer, voilà, comme n'importe quel livre et n'importe quel genre, j'ai envie de dire, heu, j'en lirai une si elle me donne envie, si la quatrième de couverture me donne envie. Mmh. Et toi, Ellie, tu en lis? Moi, j'en lis. Alors après, c'est vrai que je m'enferme pas non plus spécialement dans la période de Noël pour en lire et je vais pas spécialement en lire, énormément. Mais ouais, c'est quelque chose que j'aime de plus en plus et j'ai déjà commencé à en lire cette année, j'en ai déjà lu 2, Mmh. sans compter celui de Laureline que j'ai découvert plus tôt dans l'année. Mais ouais, j'en ai déjà lu 2 pour l'instant et je me ferme pas la porte à lire encore. Bon, pour ma part, ça m'a permis aussi de faire un petit bilan là, bon, j'en ai déjà lu 5. J'en ai encore Pas mal. quelques-uns là de prévus et j'ai regardé l'année dernière, bon, moi, je suis clairement dans la catégorie à la folie, hein, pour le coup. C'est devenu, mon rendez-vous annuel. L'année dernière, je me disais: «Bon, j'en ai peut-être lu une petite dizaine». Ah non, j'en ai lu 16 l'année Ah dernière. oui, pas J'en mal. lirai peut-être pas autant cette année, je sais pas, ça dépendra des sorties en fait, c'est vrai, hein, ça Oui. dépend de ce qui sort, mais bon, je pense que j'en lirai quand même une dizaine. C'est vrai qu'avec le nombre de sorties, c'est pas le choix qui manque. Oui, Il y a oui, oui, tellement qui oui. vont bien. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce qui distingue une, romance de Noël? Si on compare, à la comédie romantique de Noël, hein. Bon, ça reste évidemment des sous-genres assez enfin, très, très proches. Je pense que c'est plus dans la construction de l'histoire, en fait, hein, qu'il y a une différence. Mais sinon, on retrouve, voilà, ça reste quand même en romance, on retrouve nos 2 personnages qui se rencontrent ou qui se retrouvent après quelques années. L'intrigue principale concerne bien leur, relation amoureuse qui se met en place et on ajoute à cela ce décorum de Noël, c'est-à-dire la périodicité autour de Noël. On a, bah, la fête, hein, de Noël en elle-même et les événements que ça provoque qui ont un rôle à jouer dans l'intrigue, qui vont rapprocher nos 2 personnages peut-être. On est sur du feel good, même si ça n'empêche pas de pouvoir aborder, des sujets difficiles. Et finalement, la romance de Noël, ben, ça fonctionne dans n'importe quel environnement, fantastique, historique, contemporain, et cetera. Pour illustrer la romance de Noël, moi, je vais vous présenter 3 nouvelles, tirées du recueil dont je vous parlais, hein, Noël autour du monde. Vous verrez que l'on retrouve ce qui caractérise, du coup, la romance de Noël, c'est-à-dire le couple de protagonistes, le décor, hem, l'ambiance de Noël, les proches.
Alors, le premier dont je veux vous parler, c'est Let Your Heart Be Light de Alison Germain. Dans cette nouvelle, sur ces 3 nouvelles, on va être sur des formats très courts, hein, de moins de 100 pages. Et du coup, on va vraiment à l'essentiel. Donc, dans cette première nouvelle, on retrouve un groupe d'amis qui se retrouvent pour passer Noël ensemble dans un chalet en Suisse. Je vous laisse donc imaginer le décor qui est planté, hein, la Suisse, le chalet en bois. Donc on est immédiatement plongé dans cette ambiance de Noël. Et nous avons donc Iris et Achille qui sont amis de longue date. Et il s'avère que quelques jours avant ce voyage, il y a eu un presque baiser dans le noir qui a laissé Iris sur des charbons ardents. Est-ce que c'était vraiment Achille? Est-ce qu'elle avait envie de se baiser ou pas? Donc on se retrouve là avec un joli Friends to Lovers qui plaira aux amateurs de Strop. Entre nous, c'est quand même un trope qui est plutôt irrésistible, hein. Donc c'est une nouvelle qui donne juste envie de se faire un chocolat chaud. Les personnages nous donnent une petite recette avec des zestes d'orange. Donc voilà, ça met bien dans l'ambiance. La deuxième nouvelle dont je voulais vous parler, elle s'intitule Noël à Édimbourg et elle a été écrite par Amélie Séastier. C'est une romance de Noël MM, donc une romance gay, qui se déroule donc en Écosse. Si je voulais vous convaincre de lire cette nouvelle, en gros, je pourrais le faire avec un mot, kilt. Quel argument. Donc oui, l'un des deux personnages est un digne représentant des Highlanders en mode contemporain. Et donc, on retrouve Thomas, qui est un Français expatrié en Écosse pour ses études. Et afin de ne pas passer les fêtes seul, il s'inscrit à un blind date pour le réveillon de Noël. Et c'est ainsi qu'il fait la rencontre de Fergus, un Écossais pur et dur, fier de ses traditions. Et à eux deux, ils passeront une magnifique soirée mêlant magie d'une première rencontre et magie de Noël. Enfin, moi, c'est une nouvelle qui m'a laissé un sourire extatique durant toute ma lecture. La troisième nouvelle que je vous présente est écrite par Alicia Garnier. Elle s'intitule Noël, quelle galère. Et là, on a un autre trope. C'est une romance de Noël MF, hein, hétéro. Et c'est le trope de la romance au bureau, office romance. Moi, c'est un trope que j'aime bien, c'est un contexte que j'aime bien. Et donc là, on retrouve Holly et Reed, qui sont collègues depuis quelques années. Et depuis leur première rencontre, ils sont comme chien et chat. Ils se font toujours des sales coups. Et je vais pas en dire plus hein, sur l'histoire pour pas spoiler. Juste ajouter que le personnage de Reed est je l'ai trouvé hyper romantique. Il m'a vraiment littéralement fait fondre. Il pourrait tout à fait candidater au poste de book boyfriend, hein. Dommage que voilà, l'histoire soit si courte. Et Holly, à côté de ça, est tout aussi appréciable, hein. C'est un personnage qui est très sarcastique, elle est joueuse et évidemment, elle cache difficilement ses faiblesses. Donc avec tous les romans dont on vient de parler hein, jusqu'à présent, et ceux que vous auriez pu lire, hein, enfin moi j'ai l'impression qu'on retrouve souvent les tropes de Friends to Lovers ou Enemies to Lovers en romance de Noël. Est-ce que c'est un impératif? Pour moi, je dirais pas que c'est un impératif, mais c'est vrai que ça fait partie de ces codes qu'on va retrouver assez souvent. Je vais reprendre l'exemple des téléfilms parce que je trouve que c'est assez parlant et c'est surtout ce qui a ouvert un petit peu la porte, je trouve, ce marché florissant des romances de Noël. Très souvent, dans une des tropes qu'on rencontre, c'est donc cette citadine qui revient dans son village natal ou qui arrive dans un petit village et qui se heurte à un local, un chauffeur de taxi ou autre. Et au début, en effet, ça fait des étincelles et on se rend compte que ce type un peu bourru qu'elle a rencontré à l'aéroport ou sur le parking est en fait un gros nounours qui se cache bien. Et je pense que ça fait partie aussi pas des codes, parce qu'on n'est pas non plus, c'est pas ça qui va qualifier l'histoire de romance de Noël ou pas, mais c'est vrai que ça fait partie de ces trames qu'on rencontre très souvent. Oui, on retrouve un peu les mêmes rebondissements, les mêmes choses, donc on retombe sur les mêmes tropes, sur le faux boyfriend, invité à Noël dans le repas de famille, ce genre de choses, parce que ça
ça plaît, on revient sur le sujet de, qu'est-ce qui est attendu un petit peu? On sait que que ça marche, que c'est efficace et que ça amène à des Mmh. situations amusantes et cocasses et drôles et légères, qui répondent bien ou qui rentrent bien dans les codes du genre. Nous invoquons maintenant l'esprit de la romance de Noël qui sort des lignes éditoriales. Laureline, qu'entend-on par ce titre? C'est une, romance de Noël qui a les codes, on est à Noël, il y a du chocolat chaud, il y a la magie de Noël, il y a, le décorum est là, il y a une romance, il y a des personnages, qui vont vivre, une histoire d'amour, mais il n'y a peut-être pas que ça et on n'est pas non plus dans la comédie romantique, avec des scènes, avec de l'humour, avec beaucoup Mmh. d'humour. On n'est ni dans un genre ni dans l'autre, mais ça n'exclut pas d'être une romance de Noël. Oui, effectivement et je pense même que dans ce groupe de romances de Noël, bah, ça va peut-être plus intéresser aussi des personnes qui recherchent, une romance de Noël, mais sans overdose de chocolat chaud et de canne à sucre. Effectivement, oui, peut-être que d'un côté ça peut, entre guillemets, «décevoir» ceux qui sont, très adeptes justement de romances de Noël et qui cherchent ce qu'on disait tout à l'heure, Mmh. des tropes particuliers ou en tout cas une intrigue, qui se déroule d'une certaine façon. Mais ça peut par contre, attirer effectivement des lecteurs qui ne sont pas forcément friands en particulier de romances de Noël, mais qui du Mmh. coup vont être surpris, se rendre compte qu'il y a un peu plus, il y a autre chose. Ça n'est pas ce à quoi ils s'attendaient et donc être agréablement surpris. Souvenir d'une nuit et l'histoire d'une jeune femme. Qui voit son quotidien chamboulé puisqu'elle perd son travail de vendeuse dans un grand magasin. Ce magasin va même fermer ses portes. Le temps d'une ultime nuit, Pepper se retrouve enfermée dans le magasin avec son collègue Joachim. Il s'agira d'une nuit pour évoquer le passé, vivre l'instant présent et s'ouvrir à l'avenir. Oui, c'est ça, c'est, une seule unité de temps, Mm. une seule unité de lieu. Ça se passe en une seule nuit, dans un seul endroit, quasiment, on va dire. Et avec 2 personnages principaux, mais avec le Mm. souvenir de tous les autres. Donc il y a des personnages secondaires, c'est juste qu'ils sont pas présents, physiquement, mais Oui. ils sont là dans les souvenirs. Donc il se passe malgré tout plein de Les choses. souvenirs, c'est quasiment un personnage, hein. Oui, oui, c'était vraiment le point de départ presque, enfin c'était aussi l'occasion justement de faire vivre tous ces autres personnages et d'expliquer Mm. pourquoi Pepper est comme elle est, pourquoi Joachim est comme il est puisque, voilà, sinon on était effectivement juste sur eux, sur ce qu'ils Mm. vivent et ça nous révélait pas forcément, qui ils étaient donc ça permettait de les faire vivre et exister dans un autre temps, donc alors petit, adolescent, enfin voilà. Il y a et c'était l'occasion, les souvenirs, c'est l'occasion de se bah, ça revient à ce qu'on disait en début de discussion, avec Ellie, Mm. le souvenir, ça permet aussi de voir comment on a évolué et de comprendre certaines choses, de prendre du recul, voilà, sur le présent et peut-être sur l'avenir pour changer, pour évoluer, et pour en garder le meilleur. Tu m'as expliqué que, à l'origine, Souvenir d'une nuit, c'était pas forcément une romance de Noël. Oui, moi telle que je l'ai écrite au départ, je l'avais pas imaginée nécessairement à Noël. Heu c'est je savais que ça serait sur une nuit, j'avais ce contexte-là, et mes personnages qui devaient grandir, malgré tout évoluer, que c'était un moment clé dans leur vie et une rencontre déterminante. J'ai fait en sorte que ça se passe à Noël parce que tout d'un coup, je me disais que ça donnait une ampleur, ça donnait, un contexte qui était, qui était idéal
pour développer le thème, de l'enfance, du passé qui est important, chez les 2 personnages, et aussi le thème de l'avenir sur, voilà, à quoi on peut rêver aussi à Noël, Oui et c'est vrai que j'ai été très surprise quand tu m'as dit qu'à l'origine, voilà, il y avait pas ce contexte de Mmh, fin d'année, de Noël, puisque mmh, pendant ma lecture, enfin, pour moi, ça m'a vraiment semblé indissociable, en fait. C'est la situation qu'ils vivent, le mmh, fait que ce soit Noël, la fin de l'année. Je trouve que le thème de Noël et les souvenirs, ça se marie vraiment très bien parce que là, c'est ce que je vois oui, moi de la fin de l'année, hein, il fait froid, on se replie un peu, chez soi, c'est vraiment une période où voilà, on a l'année suivante qui se profile déjà. C'est le moment de faire le bilan. oui, 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 non, mais complètement, complètement. C'est pour ça qu'au dé dans mon idée au départ, je ne l'avais pas imaginé comme ça, mais après ça a été comme une évidence. Bah, parce que, justement aussi on parlait de la famille, dans la romance de Noël qui est importante, qui a une place prépondérante et là ça prenait encore plus de saveur avec Noël, et notamment moi avec les contes, avec les histoires que raconte la Mmh. grand-mère de Pepper en début de chapitre, parce que ça apportait ce côté justement oui conte de Noël, hi histoire un peu hors du temps. C'était un gros plus, hein, pour moi aussi dans le livre, ces débuts de chapitre, que j'attendais finalement à chaque fois. Oui, je sais que ça a beaucoup plu parce qu'en Mmh. plus la grand-mère, elle les adapte un petit peu à sa sauce et elle en profite pour faire passer des messages. Ouais, ces contes, c'est un petit peu des leçons de vie à chaque fois qu'elle donne à Pepper. Et tu joues beaucoup aussi avec des symboles comme, la boule à neige. C'est ça, je voulais vraiment, alors ils sont enfermés dans le magasin, mais bon, finalement pas tant que ça, évidemment, ils peuvent partir quand ils veulent. Hem, mais je voulais qu'ils soient enfermés physiquement, mais surtout, voilà, mentalement et qu'il y ait cette métaphore de la boule à neige. Parce que Pepper, voilà, elle a peur de s'attacher, elle a peur des autres, elle a peur du monde extérieur finalement et elle se sentirait bien rassurée si elle vivait dans un petit monde, étroit, et préservé comme dans une boule à neige parce que ça semble idyllique, mais est-ce que ça l'est vraiment? Je vous laisse en juger. Écrire à huis clos, ça doit être un exercice aussi assez particulier pour un auteur. Tu te prives de leviers pour rendre, le récit dynamique, pour créer une évolution aussi sur les Oui, personnages? oui, c'était extrêmement périlleux. Je n'en avais pas pris la mesure avant de me lancer. Je trouvais l'idée très chouette et j'avais à l'esprit, des histoires qui m'ont beaucoup marquée, enfin notamment, un film, je cherche le nom, Before Sunrise, je crois. Film que j'ai vu, quand j'étais jeune et qui se passe sur une nuit, sur la rencontre, voilà, un homme, une femme qui se rencontrent et puis qui parlent toute la nuit et c'est tout. Enfin voilà, même si, dans le contexte, ils sont dans une ville et qu'il leur arrive plusieurs choses, mais heu, je me suis dit, «Une rencontre, ça peut tout changer», donc on i Mmh. je pourquoi pas? Pourquoi pas faire ça sur une seule nuit? Et effectivement, voilà, comme tu l'as si bien dit, ça me privait de tout un tas de choses. Je m'en suis rendu compte, en écrivant, mais je trouvais l'exercice intéressant et puis comme, voilà, comme on disait, comme les souvenirs s'en sont mêlés, avec les souvenirs, les événements sont là et ils sont dans l'esprit des personnages, mais quand on sait bien la force d'un souvenir, c'est comme si c'était au moment où on le vivait, enfin ça c'est très présent et c'est très fort, que ce soit au niveau des sens, au niveau de l'émotion, un souvenir peut nous submerger,
nous faire pleurer, nous faire rire comme quelque chose que l'on vit, dans l'immédiat. Donc tout d'un coup, ça a permis de faire vivre le reste et de sortir des élégantes, ou même d'y rester, mais en tout cas de pas Mmh. être uniquement sur cette nuit-là. Mais oui, ça a été périlleux et puis, mais bon, voilà, comme ces 2 personnages, ils se Mmh. connaissaient, mais finalement non. Voilà, c'était comme une première rencontre, justement en une seule nuit, il fallait qu'il y ait un condensé comme ça. Ils se livrent, ils s'ouvrent comme ils ne le feraient pas, s'ils avaient plus de temps. Donc il leur arrive finalement plein de choses et puis bon, il y a quelques éléments Mmh. extérieurs qui s'en mêlent. Ce que je trouve, moi, qu'on retrouve beaucoup dans ton roman, c'est, tu sais, quand on dit qu'un lieu est habité par ses souvenirs, bah, c'est vraiment l'impression que ça donne, en fait, que Joachim et Pepper naviguent dans les élégantes et que partout autour d'eux, tu vois tous ces souvenirs qui continuent à vivre. Moi, quand je pense à ton histoire, Laureline, ça me fait penser à un conte de Noël, vraiment. Ouais. Au conte que la grand-mère de Pepper lui raconte, parce que c'est vrai que c'est un huis clos, donc tu dis tu t'es privé de levier, t'as pas pu te servir de l'environnement autre pour créer des rebondissements, mais il n'y a pas besoin parce que tout est là en fait. C'est vraiment une romance qui est centrée sur les personnages, les souvenirs, même si les personnages secondaires sont pas présents ou peu parce qu'on les voit quand même dans certaines scènes physiquement, tu ressens pas en fait leur absence, t'as vraiment l'impression que tout le monde est là et ça. Enfin, je sais pas comment le décrire, je suis pas, je suis pas une très bonne vendeuse de livres, mais vraiment c'est une super histoire et vraiment, enfin, elle est toute douce pour moi, c'est un vrai conte de Noël quoi. J'ai posé une autre question aux lecteurs et lectrices de romances sur les réseaux sociaux. C'est ce n'est pas une romance de Noël si on ne parle pas de. Voir un peu si est-ce qu'on peut réduire ce scope hein, des codes que l'on attend dans les romances de Noël et être tous d'accord sur ça. Mais bon, au final, bah, je me retrouve avec une liste assez vaste. Hein. C'est-à-dire qu'on retrouve tout ce qu'on a pu se dire. On a besoin des décors. Les préparatifs de Noël, la déco, les cadeaux, le sapin, les biscuits, le chocolat chaud. Il est revenu plusieurs fois, hein, le chocolat chaud. Pensez-y, il y a un sujet avec ça. Mais également la neige, hein, l'ambiance en famille, entre amis, les bons sentiments, le personnage qui adore Noël aussi, qui est apprécié, la magie de Ouais. Noël, qui peut être figurée de diverses manières, hein, la légèreté, les moments Mmh guimauves. Ouais, ça c'est vrai que ouais, j'aime bien. C'est vrai que quand je prends une romance de Noël, je m'attends à avoir de la guimauve. Hein. Je m'attends à faire un petit shoot de sucre. En gros, c'est voilà, c'est la lecture doudou, mais qui n'empêche pas pour autant d'aborder des sujets difficiles. Hein. Et il y a quand même quelques demandes, plus Ouais. précises encore. C'est-à-dire que quelqu'un parle d'avoir un animal, un chien, par exemple. Bon, moi je valide, hein, ça me va, effectivement un chien, un chat. Ouais, c'est ça, un animal de compagnie, de toute façon, c'est une présence bienveillante, c'est Mmh. une amitié, c'est la famille, ça rejoint les thèmes, abordés, précédemment. Et puis dernière chose, c'est Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Bah, c'est vrai quoi, on peut ajouter cette dimension de la musique de Noël. Oui. C'est vrai qu'on l'entend tellement tous les ans que elle fait partie des fêtes de Noël comme le sapin, comme les guirlandes. C'est Ouais. ça, c'est devenu un hymne. Alors, j'ai un autre exemple de romance de Noël qui sort un peu bah, des lignes éditoriales, hein, Mmh mh. où on retrouve bien cette ambiance de Noël, mais pas en surabondance et qui justement va peut-être plaire à des personnes qui aiment bien les romances, qui aiment bien le contexte de Noël, mais sans plus. Et donc je parle de la 4e, nouvelle, hein, du recueil dont je parlais. C'est la nouvelle de F.V. Estier qui se nomme «Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber». Et moi, je sais, par exemple, que quand je lis une romance de Noël de cet auteur-là, on va retrouver, ce contexte de Noël, mais ça va être la cerise sur le gâteau.
C'est parce que, à côté de ça, je sais que je vais avoir une romance solide. Mmh. Je sais que si je retire le contexte de Noël, j'ai toujours un livre, une romance qui tient carrément debout et Noël, ça se retrouve, à avoir juste un habillage qui va mettre dans l'ambiance, qui va donner une petite touche en plus et donc là, c'est ce qu'on a, hein, dans Jusqu'à ce que la neige cesse de tomber, qu'on a 2 personnages, Easton et Maddox, qui étaient amis, du genre très proches et jusqu'au jour où il se produit quelque chose qui les sépare. Et là, on les retrouve 3 ans plus tard. Ils sont contraints de s'embarquer pour un road trip dans les territoires enneigés du Canada. Donc, on retrouve notre huis clos ici aussi, hein, mais bon, sur Mmh. un format plus court, hein, puisque c'est une nouvelle. Et ce huis clos, est-ce qu'il va leur permettre justement de mettre les choses à plat et de se parler à nouveau? C'est tout l'intérêt de cette nouvelle. Et donc là, on a un Friends to Enemies to Lovers, hein. Et donc c'est surtout une histoire de seconde chance et je trouve que c'est un thème qui marche bien aussi, pour avoir une lecture doudou. Comme mentionné tout à l'heure, c'est souvent des thèmes qui sont moi je trouve ça très émouvant en fait la seconde chance parce qu'en général on débute avec un personnage qui dévoile une blessure du passé, qui a du mal à guérir et on sait que ça ira mieux par la suite. Donc C'est et on voit vrai. comment il va en sortir grandi. Pour clôturer ce sujet des romances de Noël, est-ce que vous avez des romans ou des téléfilms à conseiller à nos auditeurs? Moi, j'ai prévu de lire Karen Pont qui, je sais, fait des très belles, Mmh. romances de Noël, des très beaux livres de Noël. Donc voilà et après non, moi je reste sur un incontournable, film de Noël qui est Love Actually, qui pour Mmh. moi est le meilleur film de Noël parce que justement, il coche les cases et à la fois, je le trouve, je pense que c'est pour ça qu'il marche si bien parce qu'il raconte des histoires vraies quand même. Il nous Mmh. fait rêver. Bien sûr qu'il y a des choses totalement improbables et qui nous permettent de rêver, mais il y a aussi parmi tous ces personnages, moi j'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs histoires qui s'entrecroisent. Il y en a qui sont tristes quelque part aussi, on peut Mmh. qui sont vraies, voilà, dans le couple, dans la relation familiale, qui sont émouvantes, voilà, qui nous, et on passe par différents sentiments, différentes émotions. On rit, on pleure, et voilà, je trouve que ça pour moi, c'est ça l'esprit de Noël. C'est la famille, c'est plein de choses, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours gai, et drôle. Ça Mmh. ça peut aussi être, voilà, des secondes chances effectivement, des rapports plus compliqués, mais que l'on peut-être on met un peu de côté pour cette période de Noël, justement pour croire que ça peut s'améliorer, ce que tu disais tout à l'heure, Mmh. pour croire qu'on va vers le meilleur. Élie, est-ce que tu penses à des livres ou Heu, des oui, téléfilms? du coup, moi, j'en ai un petit heu, J'ai une liste. non, je dirais pas que j'ai une liste, j'en ai quelques-uns, notamment celui de Laureline déjà. Hem Merci. Et sinon, c'est vrai que cette année, j'en ai lu que 2, mais pour le coup, c'était des réussites. J'ai lu, Noël royal avec le prince des relous de, Mmh. Cecilia City et Snowy Little Lies de, Fanny Dell qui étaient tous les 2 très, très bien, rigolos surtout. Sinon je crois que je recommanderais aussi Les azalées fleurissent en hiver, qui est une romance de Noël, mais qui est un peu atypique aussi puisque on n'est pas dans la comédie et on n'est pas dans le décor habituel. Oui, C'est c'est un ce homme que qui j'y pensais tout à l'heure, ouais, de dire qu'il y en a qui tentent aussi de faire, de changer un peu ces choses-là, ces codes-là. Et je pensais à ce livre-là. et c'est justement super intéressant parce que du coup Mmh. tu vois Noël mais ailleurs quoi, avec d'autres filtres que ceux qu'on a l'habitude de voir, d'autres traditions et c'est super intéressant et enfin, l'histoire est superbe. Alors, nous voici arrivés au moment de la question dilemme. Les filles, est-ce que vous préférez
que votre romance de Noël soit adaptée en téléfilm de Noël sur Netflix, mais que ce soit un gros navet avec de mauvais acteurs et des dialogues insipides, ou que votre romance de Noël ne soit pas du tout adaptée? Ah. Moi, je préfère qu'elle soit Ah. pas adaptée. Alors oui, parce que bon, est-ce vraiment un dilemme? Ah, je sais pas, parce que c'est vrai que voilà, quand tu as un roman qui est adapté, je pense que ça génère quand même beaucoup de choses Oui. en termes de reconnaissance. Alors, oui, alors moi je crois qu'à travers ce qui a été dit sur moi et sur mon livre, on comprend très vite que je vais choisir de ne pas être adaptée, puisque j'accepte volontiers d'être un petit peu à côté, de ce qui est attendu. Donc je sais que je vais pas forcément rencontrer, le plus grand public, enfin voilà, ce que les gens attendent. Hem, mais je préfère que ça touche en plein cœur, même si ce n'est que quelques personnes, Mmh. mais que ce livre leur parle réellement, que cette histoire leur procure des émotions, authentiques et qu'ils se retrouvent dans mes personnages, plutôt que voilà, quelque chose qui dénaturerait, mon histoire puisque je j'ai pas voulu l'adapter pour qu'elle rentre dans des codes, je la laisserai comme ça et je laisserai vivre mes personnages comme ils sont. Ouais, non, mais je préfère aussi qu'il soit pas adapté. Parce que c'est vrai que comme tu dis, ça peut amener certaines choses en termes de reconnaissance, mais être reconnu pour quelque chose que t'as pas créé et que t'as pas voulu créer comme ça, pour moi, ça a Mmh. pas tellement de sens. Après, j'avoue que si l'acteur choisi est Tom Hardy, on peut en discuter. Non, on a dit un acteur insipide, on n'a pas dit Tom Hardy. Ah, c'était un acteur insipide? Ah bah alors non, mais c'est vrai que là, du coup, il y a On peut en aucun mettre risque un que bon ce sinon. soit lui. Bon, bah dans ce cas-là, non, aucun. Pour terminer, quelles sont vos actus? Est-ce que vous avez des romans à paraître ou en cours d'écriture ou des salons sur lesquels on pourrait vous voir? J'ai pas d'actu en termes de dédicaces ou salons autres à venir dans l'immédiat. Sur d'autres projets, j'y travaille, mais voilà, j'ai du mal à trouver le projet qui me porte pour l'instant. Je cherche. Oui, moi je suis actuellement en dédicace pour Souvenir d'une nuit, justement dans diverses librairies. On peut trouver les dates sur mon Instagram et je suis, oui, sur plusieurs projets. Une fantaisie, une histoire de sorcière que je suis en train d'écrire et après j'ai plusieurs romans qui sont déjà écrits et que je corrige et après reste à déterminer s'ils sortiront en maison d'édition ou en auto-édition. Merci beaucoup Laureline Momela et Élie Bonner d'avoir partagé votre vie d'auteur et de lectrice sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode en entier. À vous de me dire maintenant, quel esprit de Noël êtes-vous? À bientôt pour un nouvel épisode.